Chapitre 9. L'histoire de Mrs. Lenner. Aussitôt après déjeuner, Mrs. Lenner se rendit dans sa chambre pour y faire sa sieste habituelle. Je l'installai sur son lit, lui glissai des coussins derrière la tête et lui donnai un livre. J'allais quitter la pièce lorsqu'elle me rappela. « Ne partez pas, nurse, je voudrais vous dire quelque chose. » Je retournai près d'elle. « Veuillez fermer la porte. » J'obéis. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas dans la chambre. Visiblement, elle réfléchissait avant de prendre une décision et j'hésitais à l'interrompre. Enfin, après avoir rassemblé toute son énergie, elle se tourna vers moi et me dit brusquement « Asseyez-vous !» Je m'assis près de la table. Elle débuta d'une voix tremblante. « Tout ce qui vient de se passer n'a pas manqué de vous intriguer, n'est-ce pas ?» Je me contentais de hocher la tête. « J'ai pris la décision de vous mettre au courant de tout, absolument tout. Il faut que je me confie à quelqu'un, sans quoi je deviendrais folle. Je ne saurais trop, madame, vous encourager dans cette voie. Il m'est très difficile de discuter la meilleure façon de remplir mon devoir si l'on me cache tout. » Elle s'arrêta de marcher et me regarda bien en face. « Savez-vous ce qui me fait peur ? Un homme ? Oui, mais je n'ai pas dit qui, mais ce qui me fait peur. » J'attendis. Elle continua. « J'ai peur d'être assassinée. » Voilà. Elle avait parlé. Inutile de lui montrer mon émotion. Elle-même était assez près de piquer une crise de nerfs sans que j'y aidasse. « Vraiment ? » lui dis-je. « Ah, c'est cela !» Elle se mit à rire, à rire, à rire au point que les larmes roulèrent bientôt sur ses joues. « La façon dont vous avez dit cela, » soupira-t-elle. « La façon dont vous avez dit cela. » « Voyons, voyons, madame, parlons sérieusement, » prononçai-je d'une voix ferme. Je la poussai dans un fauteuil, me dirigeai vers la table de toilette, humectai une éponge dans de l'eau froide et lui baignai le front et les poignets. « Soyez raisonnable et dites-moi, tranquillement, ce dont il s'agit. » Ces paroles eurent le don de la calmer subitement. Elle se redressa et elle l'exprima d'un ton naturel. « Vous êtes un ange, nurse. Avec vous, je me trouve une âme d'enfant. Je vais tout vous avouer. » « À la bonne heure. Prenez tout votre temps. Ne vous pressez pas. » Elle déclara d'une voix lente. « À l'âge de 20 ans, j'épousai un jeune homme, employé dans un de nos ministères. Cela se passait en 1918. Je sais, Mrs. Mercado me l'a raconté. Il a été tué durant la guerre. » Mais Mrs. Lenner hocha la tête. « C'est du moins ce qu'elle s'imagine. Ainsi que tout le monde, d'ailleurs. Mais la vérité est différente. J'étais à cette époque une jeune fille enthousiaste, fervente patriote et débordante d'idéalisme. Après quelques mois de mariage, je découvris, à la suite d'un incident tout à fait fortuit, que mon mari était un espion à la solde de l'Allemagne. J'appris que les renseignements fournis par lui avaient provoqué le torpillage d'un paquebot de transport américain et la perte de centaines de vies humaines. J'ignore comment d'autres auraient agi à ma place, mais voici ce que je fis. Je révélai toute la vérité à mon père, lui-même en fonction au ministère de la guerre. Effectivement, Frédéric a bien été tué pendant la guerre, mais tué en Amérique, fusillé comme espion. « Oh, mon Dieu !» m'exclamai-je. « C'est affreux !»« Oui, » dit-elle, « affreux. Mon mari se montrait avec moi si doux et si affectueux.
et dire que pendant tout ce temps... Mais je n'ai pas hésité une seconde. Peut-être ai-je eu tort. Il est difficile de se prononcer là-dessus. Votre cas aurait embarrassé bien des femmes. En dehors du ministère, cette histoire demeura secrète. Officiellement, mon mari partit pour le front et fut tué. Mes amis et connaissances me témoignèrent une grande sympathie en tant que veuve de guerre. Maintenant, elle s'exprimait d'une voix amère. Je fus assaillie de demandes en mariage, mais je les repoussai, toutes. Le coup avait été trop pénible et je me sentais incapable après cela d'avoir confiance en qui que ce fût. À votre place, j'aurais éprouvé les mêmes sentiments. Quelques années plus tard, je m'entichais d'un certain jeune homme, mais j'hésitais encore à lui accorder ma main, quand un événement étonnant se produisit. Je reçus une lettre anonyme de Frédéric, menaçant de me tuer si je me remariais. De Frédéric? De votre défunt mari? Oui. D'abord, je me crus folle et me demandais si je rêvais. En fin de compte, j'allais consulter mon père. Il m'apprit la vérité. Mon mari n'avait pas été fusillé. Il s'était échappé, mais sa fuite ne lui profita guère. Quelques semaines plus tard, victime d'un déraillement de train, on identifia son cadavre parmi les autres morts. Mon père m'avait caché son évasion, mais à présent qu'il était mort, il ne voyait aucun danger à me révéler les faits exacts. Cette lettre remettait tout en question. Était-il possible que mon mari fût encore vivant? Mon père reprit l'affaire en main et déclara que le cadavre inhumé sous le nom de Frédéric n'était autre que Frédéric lui-même, du moins autant qu'on pouvait l'attester, car le visage était méconnaissable. Selon lui, Frédéric était bel et bien mort, et cette lettre n'était qu'une sinistre farce. Le même fait se renouvela. Chaque fois que je me liais d'amitié avec un homme, je recevais une lettre de menace. De l'écriture de votre mari? Elle répondit lentement. Question assez embarrassante. Je ne possédais de lui aucune lettre. Seule ma mémoire aurait pu me guider. N'avez-vous remarqué dans ces lettres aucune expression pouvant confirmer vos soupçons? Non. Dans nos conversations privées, nous employons certains termes familiers, connus seulement de nous deux, et s'ils s'étaient retrouvés dans l'une de ces lettres, mes doutes eussent été dissipés. En effet, c'est bizarre. Tout semble indiquer qu'il ne s'agissait pas de votre mari. Mais, en ce cas, qui cela pouvait-il bien être? Frédéric avait un jeune frère d'une douzaine d'années à l'époque de notre mariage. Il adorait Frédéric et celui-ci se dévouait beaucoup pour lui. Qu'advint-il de ce gamin? Je ne l'ai jamais su. Peut-être le jeune William, aveuglé par l'affection fraternelle, me considérait-il comme responsable de la mort de son aîné. Il s'était toujours montré un peu jaloux envers moi, et il a peut-être inventé ce moyen de me châtier. Possible, dis-je. Les enfants se souviennent toujours du mal qu'on leur a fait. Je sais, ce garçon a peut-être juré de venger son frère. Veuillez continuer. Oh, je n'ajouterai pas grand-chose. Voilà 3 ans, j'ai fait connaissance d'Éric, sans aucune intention de l'épouser. Mais il triompha de mes hésitations. Jusqu'au jour de notre mariage, j'attendis une autre lettre de menace, mais aucune n'arriva. J'en conclus que l'auteur de ces lettres anonymes était mort, ou las de ce sport cruel. 2 jours après la cérémonie, voici ce que je reçus. Prenant une petite serviette de cuir placée sur la table, elle l'ouvrit à l'aide d'une clé, en tira une lettre et me la tendit.
L'encre avait légèrement pâli. L'écriture, fortement inclinée, semblait être celle d'une femme. « Vous avez désobéi. Maintenant, impossible d'échapper à votre sort. Vous ne serez que l'épouse de Frédéric Bosner. Préparez-vous à mourir. » Je fus d'abord effrayée, mais la présence d'Éric me rassura. Un mois plus tard, une seconde lettre me parvenait. Je n'ai pas oublié. Je dresse mes plans. Vous allez mourir. Pourquoi m'avez-vous désobéi? Votre mari est-il au courant de toutes ces menaces? Mrs. Lenner répondit lentement. Il sait que mes jours sont en jeu. Quand j'ai reçu la seconde lettre, je lui ai montré les deux. Il penchait à croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie de mauvais goût. L'idée lui vint également qu'un maître chanteur tentait de m'intimider en essayant de me faire croire que mon premier mari était toujours au nombre de vivants. Elle fit une pause et poursuivit. Quelques jours après la réception de la seconde lettre, nous faillîmes mourir asphyxiés. Quelqu'un pénétra dans notre appartement pendant notre sommeil et ouvrit un robinet à gaz. Par bonheur, je me réveillai à temps et fus frappée de cette odeur insolite. Incapable de me taire davantage, je racontai à Éric les persécutions dont j'avais été l'objet depuis des années et j'ajoutai que ce fou songeait réellement à me tuer. Pour la première fois, j'eus l'impression nette que Frédéric me voulait réellement du mal. Sous ses manières douces, j'avais discerné chez lui un fond de sauvagerie. Éric prit la chose moins au tragique que moi. Il voulait s'adresser à la police. Je m'y opposais formellement. En fin de compte, nous convînmes que je l'accompagnerais ici et qu'il serait prudent pour moi de rester à Londres ou à Paris au lieu d'aller passer l'été en Amérique. Nous mîmes ce projet à exécution et tout alla bien. Je me sentais pleine de confiance en l'avenir. Somme toute, nous étions séparés de mon ennemi par la moitié du globe. Lorsque, voilà environ 3 semaines, je reçus une lettre affranchie avec un timbre de l'Irak. Elle me tendit une 3e lettre. « Vous avez cru pouvoir m'échapper? Vous vous trompiez. Je vous ne permettrai pas de vivre infidèle à ma mémoire. Ne vous ai-je pas suffisamment averti? La mort approche à grands pas. » Et voici ce que j'ai trouvé sur cette table il y a 1 semaine. Cette lettre ne m'a même pas été transmise par la poste. Je lui pris des mains la feuille de papier. Une phrase avait été griffonnée en travers. « Je suis arrivée. » Elle me regarda fixement. « Cette fois, vous comprenez? Que ce soit Frédéric ou le petit William, il va sûrement me tuer. » Sa voix tremblait. Je lui pris le poignet. « Allons, allons, » lui dis-je pour la consoler. « Reprenez courage. Nous veillerons sur vous. Avez-vous un flacon de sel ?» Elle me désigna la table de toilette et je lui en administrai une bonne dose. « Cela va mieux ?» lui dis-je, comme la couleur revenait à ses joues. « Oui, je me sens bien à présent. Mais, nurse, comprenez-vous maintenant la raison de mes frayeurs? Lorsque j'ai vu cet homme regarder par ma fenêtre, j'ai pensé, c'est lui. Je vous ai même soupçonné le jour de votre arrivée. Je vous prenais pour un homme déguisé en femme. Quelle idée! Évidemment, cela semble absurde, mais vous auriez pu être son complice, et non une véritable infirmière. Cette fois, vous déraisonnez. Peut-être, car souvent, je n'ai plus ma tête à moi. Frappé par une idée subite, je lui dis. Sans doute reconnaîtriez-vous votre premier mari? Elle répondit lentement. Je n'en suis rien moins que certaine.
Songez que ce drame remonte à plus de 15 ans. Sa physionomie a pu se modifier. » Alors, elle frémit. « J'ai vu son visage une nuit, mais c'était celui d'un mort. » J'entendis frapper à la fenêtre, puis j'aperçus une tête qui grimaçait contre la vitre. Je poussai des cris et des hurlements, et l'on m'assura qu'il ne s'y trouvait rien. Je me rappelais à ce moment la version de Mrs. Mercado. « N'auriez-vous pas plutôt rêvé ? » ?»« Oh non, je puis vous l'affirmer. » Moi, je n'en étais pas aussi certaine. Étant donné les circonstances, de tels cauchemars avaient pu être pris pour la réalité. Comme j'ai pour principe de ne jamais contredire un patient, j'essayai de réconforter de mon mieux Mrs. Lenner et lui fis remarquer que, si un étranger rôdait dans les parages, on en serait aussitôt averti. Je la laissai, je crois, un peu rassurée. Puis, j'allai trouver Mr. Lenner et le mis au courant de ma conversation avec sa femme. « Je suis heureux qu'elle se soit confiée à vous, » me dit-il simplement. Ces menaces m'ont affreusement tourmenté. Je suis persuadé que cette tête vue à la fenêtre et les coups frappés sur la vitre sont le produit de son imagination. Je ne savais comment la calmer. Que pensez-vous de tout cela, nurse ? Le ton de sa voix me parut énigmatique, mais je répondis sans hésiter. Il est possible que ces lettres ne soient qu'une cruelle plaisanterie. Oui, tout me porte à le croire. Mais qu'y faire ? Elle en perd la raison. Je ne sais moi-même quelle décision prendre. Moi non plus, du reste. Je soupçonnais une femme là-dessous. Ces lettres trahissaient une main féminine. Je concevais une arrière-pensée contre Mrs. Mercado. Supposer que, par hasard, elle lui apprit la vérité touchant le premier mariage de Mrs. Lenner, elle pouvait fort bien terroriser celle-ci pour assouvir sa jalousie. Il me répugnait d'en faire allusion au professeur Lenner. On ne peut jamais prévoir l'attitude de certaines gens en telle ou telle circonstance. « Oh, il n'y a pas lieu de désespérer, » lui dis-je en manière de consolation. Je crois même que Mrs. Lenner paraît rassérénée à la suite de notre entretien. Cela soulage de raconter ses peines. Elles finissent par vous détraquer les nerfs si vous vous repliez trop fort sur vous-même. « Je suis très heureux qu'elle se soit confiée à vous, » répéta-t-il. « C'est bon signe. Elle vous donne là une preuve de sympathie. Quant à moi, j'avoue avoir épuisé tous les moyens pour la tranquilliser. » J'étais sur le point de lui demander s'il avait discrètement averti la police locale, mais par la suite, je me repentis point d'avoir gardé le silence. Le lendemain, Mr. Coleman devait se rendre à Hasanier pour chercher le salaire des ouvriers. En même temps, il emporterait notre correspondance pour la remettre à l'avion postal. Tous, nous jetâmes nos lettres, aussitôt écrites, dans une boîte en bois placée sur le rebord de la fenêtre dans la salle à manger. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Mr. Coleman prit le courrier, en fit plusieurs paquets qu'il entoura de bandes en caoutchouc. Soudain, il poussa un cri. « Que se passe-t-il » demandai-je. Il me tendait une lettre en ricanant. Décidément, notre belle Louise déraille. Elle envoie une lettre à la 42e rue à Paris, France. Je doute que ce soit correct. Auriez-vous l'obligeance de la lui porter afin qu'elle rectifie cette adresse ? Elle vient d'aller se coucher. Je pris l'enveloppe et courus chez Mrs. Lenner pour la prier de faire la correction nécessaire. Pour la première fois, je voyais l'écriture de Mrs. Lenner et pourtant elle me semblait familière. Vers le milieu de la nuit, une idée me frappa tout à coup. Cette écriture ressemblait étonnamment à celle des lettres anonymes, sauf qu'elle était plus grande et moins régulière.
De nouvelles présomptions affluèrent à mon esprit. Mrs. Lenner avait-elle écrit ces lettres elle-même? Et son mari mettait-il en doute les affirmations de sa femme? Chapitre 10, le samedi après-midi. Mrs. Lenner m'avait raconté son histoire le vendredi. Le samedi matin, une atmosphère de détente planait sur la maison. Mrs. Lenner me traita de façon un peu brusque et évita tout tête-à-tête avec moi. Je n'en fus nullement surprise. J'ai été plusieurs fois témoin de ces sautes d'humeur chez les femmes du monde. Dans un moment d'expansion, elles vous ouvrent leur cœur, quitte, le lendemain, à éprouver de la gêne en votre société et à regretter de vous avoir fait leur confidence. Après tout, ce sentiment est très humain. Je pris bien garde de faire la moindre allusion à ce qu'elle m'avait dit la veille, me bornant à lui parler seulement de choses banales. Le matin, Mr. Coleman s'était mis en route pour Hasagné et conduisait lui-même la camionnette. Il emmenait le courrier dans un havre-sac. En outre, il avait une ou deux commissions à faire pour les membres de l'expédition et, comme le samedi était le jour de paye des ouvriers, il devait se rendre à la banque et rapporter l'argent en menue monnaie. Tout cela lui prendrait beaucoup de temps et il ne comptait être de retour qu'au milieu de l'après-midi. Je soupçonnais fort qu'il avait dessein de déjeuner en compagnie de Sheila Reilly. On ne travaillait guère aux fouilles les après-midi de paye et le règlement des salaires commençait vers 3h30. Le jeune boy, Abdullah, dont les fonctions constituaient à laver les poteries, s'installa, comme d'habitude, au centre de la cour et entonna son interminable mélopée. Le professeur Lenner et Mr. Emmott se disposèrent à continuer le classement des vases jusqu'au retour de Mr. Coleman, tandis que Mr. Carey se rendait aux excavations. Mrs. Lenner alla se reposer dans sa chambre. Comme de coutume, je m'installai et, n'ayant nulle envie de dormir, je pris un livre et m'enfermai dans ma propre chambre. Il pouvait être 1h moins le quart et 2 autres heures s'écoulèrent agréablement pour moi. Je lisais La mort dans une maison de santé, un roman des plus amusants, encore qu'à mon avis, l'auteur ignora ce qui se passe dans ces établissements. En tout cas, moi, je n'ai jamais rien vu de ce genre. Je fus sur le point d'écrire à cet écrivain pour corriger son jugement sur certains détails tout à fait erronés. Lorsque, enfin, je déposai le volume, la servante aux cheveux joues avait commis le crime et je ne l'avais pas du tout soupçonné, reconsultai ma montre et fut toute surprise de constater qu'elle marquait 3h moins 20. Je me levai, rectifiai ma tenue et sortis dans la cour. Abdullah, toujours en train de frotter, continuait de fredonner sa chanson déprimante. David Emmott, debout près de lui, triait des vases propres, rangeait dans des caisses, en vue du recollage, les fragments de ceux qui étaient brisés. Je m'avançai vers eux lorsque je vis le professeur Lenner descendre l'escalier de la terrasse. « Quel bel après-midi !» nous dit-il gaiement. « Je viens de vous faire un sérieux rangement. Louise sera satisfaite. Ces jours derniers, elle se plaignait qu'il n'y eût point de place pour se promener là-haut. Je cours lui annoncer la bonne nouvelle. » Il se dirigea vers la porte de sa femme, frappa et entra. Au bout d'1 minute ou deux, il ressortit. Je regardais précisément vers la porte à ce moment-là. Je crus vivre un cauchemar. Il était entré gai et alerte, et maintenant, les yeux hagards, il avait l'aspect d'un homme ivre. « Nurse !» cria-t-il d'une voix rauque. « Nurse !» Aussitôt, je compris qu'il se passait un événement anormal et je me précipitai vers le professeur Lenner. Il avait un air terrifiant,
Son visage, couleur de cendre, était crispé d'angoisse et je crus qu'il allait s'évanouir. « Ma femme !» s'exclama-t-il. « Ma femme ! Oh, mon Dieu !» Je l'écartai d'un geste et me ruai dans la pièce. Le spectacle dont je fus témoin faillit me couper la respiration. Mrs. Lenners gisait auprès du lit, affaissée sur elle-même. Je me penchai sur elle. La mort avait fait son œuvre et devait remonter au moins à 1 heure. La cause en était évidente. Un coup terrible sur le front, juste au-dessus de la tempe droite. La malheureuse femme avait dû se lever et être frappée à l'endroit même où elle était tombée. Je touchai le cadavre le moins possible. Je jetai un regard autour de la chambre pour voir si je découvrais quelques indices, mais tout me sembla en ordre. Les fenêtres étaient bien fermées et le meurtrier n'avait pu se cacher nulle part. De toute évidence, il était parti depuis longtemps. Refermant la porte derrière moi, je sortis. À présent, le professeur Lenners avait tout à fait perdu connaissance. David Amott se tenait à son côté. Il tourna vers moi un visage pâle et interrogateur. En quelques mots, je le mis au courant de ce qui venait de se passer. Comme je l'avais toujours jugé, c'était un homme sur qui on pouvait compter dans un moment critique. Parfaitement calme et maître de lui-même, il ouvrait ses yeux bleus d'un air étonné. Après un instant de réflexion, il me dit : « Nous devrions prévenir la police sans tarder. Bill sera de retour d'une minute à l'autre. Qu'allons-nous faire de Lenners ? Aidez-moi à le transporter dans sa chambre. » Amott acquiesça d'un signe de tête. Il conviendrait peut-être de fermer d'abord cette porte à clé. Il fit un tour de clé dans la serrure. « Prenez donc ceci, nurse, » me dit-il en me remettant la clé. Ensemble, nous portâmes le professeur Lenners sur son lit. Mr. Amott alla chercher une bouteille de brandy et reparut en compagnie de Miss Johnson. Elle avait l'expression angoissée, mais elle demeurait calme et en possession de tous ses esprits. Je lui confiai la garde du professeur Lenners. D'un pas alerte, je sortis dans la cour. La camionnette passait à ce moment sous la porte voûtée. Nous fûmes tous scandalisés en voyant le visage rose et joyeux de Bill. Il sauta de son siège et poussa son habitude. « Hello, hello, me voici avec la guimbarde. Nous n'avons pas rencontré de voleurs de grand chemin. » Il s'arrêta net. « Eh bien, que se passe-t-il ici ? Qu'est-ce que vous avez tous ? Ne dirait-on pas que le chat vient de tuer votre canari ? » Mrs. Lenners est morte, assassinée. Quoi ? Son visage réjoui changea aussitôt d'expression. Les yeux arrondis, il regardait devant lui. Mrs. Lenners est morte ? Vous vous moquez de moi ? Morte ! Ce cri aigu me fit retourner et je vis Mrs. Mercado derrière moi. Vous dites que Mrs. Lenners a été assassinée ? Oui, répondis-je, assassinée. Non, s'écria-t-elle. Jamais je ne pourrais croire cela. Peut-être s'est-elle suicidée. Les gens qui se suicident ne se frappent pas derrière la tête, répondis sèchement. C'est bel et bien un crime, Madame Mercado. Elle s'assit tout à coup sur une caisse retournée. Oui, mais c'est horrible, horrible. Bien sûr, c'est horrible. Nous n'avions pas besoin d'elle pour nous l'apprendre. Peut-être, pensais-je, la brave dame éprouvait-elle quelque remords des mauvaises pensées qu'elle avait nourries contre la défunte et des propos malveillants tenus par elle sur son compte. Au bout d'un instant, elle demanda haletante. « Qu'allez-vous faire ?» Mr. Amott
avec son sang-froid habituel, prit les décisions nécessaires. Bill, vous devriez retourner le plus vite possible à Zanier. Je ne suis guère au courant de la procédure à suivre. Tâchez de voir le capitaine Maitland, chef de la police. Consultez d'abord le docteur Reilly. Il vous indiquera la marche à suivre. Coleman acquiesça d'un signe de tête. Il avait pris un air grave, comme un enfant effrayé. Sans dire une parole, il sauta dans la camionnette et repartit. Mr. Emmott proféra d'un air non convaincu. Peut-être ferions-nous bien de jeter un coup d'œil aux alentours. Puis, haussant le ton, il appela. « Ibrahim ! Naham !» Le jeune domestique arriva en courant. Mr. Emmott s'adressa à lui en langue arabe et un dialogue animé s'ensuivit entre eux. Le boy semblait nier quelque chose avec véhémence. Enfin, Mr. Emmott déclara, perplexe. « Il prétend qu'il n'est entré âme qui vive ici cet après-midi. Absolument personne. L'assassin a dû s'introduire sans se faire voir. »« Naturellement, » dit Mr. Mercado. « Il s'est faufilé pendant un moment d'inattention des boys. »« C'est peut-être cela, » fit Mr. Emmott. Son hésitation m'incita à l'interroger du regard. Il se tourna vers le jeune Abdullah et lui posa une question à laquelle le gamin répondit longuement en protestant de toutes ses forces. Les rides s'accentuèrent sur le front de Mr. Emmott. « Je n'y comprends rien, mais rien du tout, » murmura-t-il. Mais il m'omit de m'expliquer ce qui l'intriguait à ce point. Chapitre 11. Une drôle d'affaire. Autant que possible, je me borne à exposer mon rôle personnel dans ce drame. Je glissais donc sur les événements qui se déroulèrent au cours des 2 heures suivantes. L'arrivée du capitaine Maitland, accompagné de la police, et celle du docteur Reilly. Leur présence détermina dans la maison une consternation générale. On procéda aux interrogatoires et toutes les formalités habituelles en pareilles circonstances. Vers 5 heures, les travaux préliminaires se trouvaient déjà bien avancés lorsque le docteur Reilly me pria de l'accompagner dans le bureau. Après avoir fermé la porte, il s'assit dans le fauteuil du professeur Lenner, m'indiqua un siège en face et il me dit à brûle-pourpoint. « Allons, nurse, arrivons au fait. Il se passe ici quelque chose de louche. » Je remontai mes manchettes et lui lançai un regard interrogateur. Il tira un calepin de sa poche. « Pour une satisfaction personnelle, je désirerais savoir à quelle heure exactement le professeur Lenner découvrit le corps de sa femme. » Il ne devait pas être loin de 3 heures moins le quart. Comment pouvez-vous l'affirmer? Je consultais ma montre en me levant et à ce moment-là, elle marquait 3 heures moins 20. Permettez-moi de jeter un coup d'œil sur votre montre. Je la fis glisser de mon poignet et la lui tendis. Exact à la minute. Mes compliments. Voilà du moins une question réglée. Selon vous, depuis combien de temps est-elle morte? Vraiment, docteur, je n'ose répondre à cette question. Allons, sortez un peu de votre réserve professionnelle. Je veux simplement savoir si votre opinion concorde avec la mienne. Ma foi, je crois qu'elle avait cessé de vivre depuis 1 heure environ. Parfait. J'ai examiné le cadavre à 4h30 et j'inclinerai à établir l'heure de la mort entre 1h15 et 1h45. Disons vers 1h30 au plus juste. Il s'interrompit et, d'un air pensif, tambourina sur la table. Voilà une drôle d'histoire. Que pouvez-vous m'apprendre? Vous vous reposiez, disiez-vous? Avez-vous entendu un bruit quelconque? À 1h30? Non, docteur.
Je n'ai rien entendu à 1h30, ni à aucun autre moment. Étendu sur mon lit d'1h moins le quart à 3h moins 20, je n'ai perçu d'autre son que le fredonnement du boy dans la cour et quelques appels de Mr. Emmet au professeur Lenner sur la terrasse. Le petit domestique arabe. Oui. Il fronça le sourcil. À ce moment, la porte s'ouvrit, livrant passage au professeur Lenner et au capitaine Maitland. Celui-ci était un curieux petit bonhomme avec des yeux gris, pétillants de malice. Le docteur Reilly se leva et poussa le professeur Lenner dans son fauteuil. « Asseyez-vous donc, je suis heureux de vous voir. Nous aurons besoin de vous. Quelque chose m'échappe dans cette affaire. » Le professeur Lenner baissa la tête, puis me regarda. « Je sais. Ma femme a confié la vérité à Miss Léa Theran. Au point où en est l'enquête, nous ne devons rien cacher à la justice. Veuillez donc raconter au docteur Reilly et au capitaine Maitland ce qui s'est passé hier entre ma femme et vous. » Aussi exactement que possible, je répétais notre entretien. De temps à autre, le capitaine Maitland poussait une exclamation. Lorsque j'eus terminé, il se tourna vers le professeur Lenner. « Tout cela est bien exact, professeur, n'est-ce pas ? » « Tout ce que vient de dire Miss Léa Theran est absolument exact. »« Quel drame extraordinaire !» remarqua le docteur Reilly. « Pouvez-vous nous montrer ces lettres ? Nul doute que vous les trouveriez parmi les objets personnels de ma femme. » « Elle les a tirés de la serviette en cuir placée sur sa table, dis-je. Elles doivent y être encore. » Il se tourna vers le capitaine Maitland et son visage, d'ordinaire aimable, s'assombrit. « Il ne saurait être question d'étouffer cette histoire, capitaine. L'essentiel est de trouver le coupable et de le punir. » « Croyez-vous que ce soit le premier mari de Mrs. Lenner ? Demandai-je. « N'est-ce point là votre opinion, nurse ? Me répliqua le capitaine Maitland. « Il y a tout de même place au doute ? Observai-je d'une voix hésitante. En tout cas, déclara le professeur Lenner, le coupable n'est qu'un vulgaire assassin, et j'ajouterais un fou dangereux. Il faut absolument le prendre. Cela doit être relativement facile. » Le docteur Reilly proféra lentement. « La tâche offre peut-être plus de difficultés que vous ne le pensez. N'est-ce pas, Maitland ?» Le capitaine Maitland tira sur sa moustache sans répondre. Soudain, je frémis. « Excusez-moi, messieurs, mais je songe à un détail qui peut présenter quelques intérêts. » Je leur racontai l'histoire de l'Irakien que nous avions vu tentant de regarder par la fenêtre et que j'avais aperçu le lendemain autour de la maison, essayant de faire parler le père Lavigny. « Bon, nous en allons en prendre note, » dit le capitaine Maitland. « Ce sera déjà une piste pour la police. Cet individu peut être mêlé au crime. » « Probablement en qualité d'espion à la solde du criminel, » suggérai-je. « Sans doute devait-il le prévenir lorsque le champ serait libre. » Le docteur Reilly se frotta le nez d'un geste las. « Ce point était indispensable. Admettons que quelqu'un se fût trouvé sur le passage de l'assassin. Alors... » Je le considérais d'un œil perplexe. Le capitaine Maitland se tourna vers le professeur Lenner. « Je vous prie de m'écouter avec attention, Lenner. Je passe en revue les témoignages recueillis jusqu'ici. Après le lunch servi à midi et terminé à 1h moins 25, votre femme s'est rendue à sa chambre, accompagnée de Miss Léa Theran,
qui l'a installé confortablement. Vous-même êtes monté sur la terrasse où vous êtes resté les 2 heures suivantes. Tous ces points sont-ils bien exacts? Oui. Pendant tout ce temps, êtes-vous descendu de la terrasse? Non. Quelqu'un est-il monté pour vous voir? Oui. Émote à plusieurs reprises. Il faisait la navette entre moi et le gamin qui lavait les poteries en bas dans la cour. Avez-vous regardé ce qu'il se passait dans la cour? Une ou deux fois pour demander un renseignement à Émote. Chaque fois, le boy était-il assis au milieu de la cour en train de se laver les poteries? Oui. Quelle fut la plus longue période de temps où Émote demeura près de vous et s'absenta de la cour? Le professeur Ledner réfléchit. C'est assez difficile à se rappeler. Peut-être 10 minutes. Personnellement, je pourrais aussi bien dire 2 ou 3 minutes, mais je ne sais par expérience que je perds la notion du temps lorsque je suis absorbé dans mon travail. Le capitaine regarda le docteur Reilly. Celui-ci dit, en hochant la tête, « Nous ferons bien de tirer tout cela au clair. » Le capitaine Maitland reprit son calepin et l'ouvrit. « Écoutez, Ledner, je vais vous lire, d'après leur déclaration, ce que faisait chacun des membres de votre expédition cet après-midi entre 1 et 2 heures. » Mais attendez, dans 1 minute, vous comprendrez où je veux en venir. D'abord, parlons de Mr. et Mrs. Mercado. Mr. Mercado travaillait dans son laboratoire et Mrs. Mercado se lavait les cheveux dans sa chambre à coucher. Miss Johnson prenait des impressions de cachets cylindriques dans la salle commune. Mr. Rater développait des plaques photographiques dans la chambre noire. Le père Lavigny se livrait à ses travaux habituels dans sa chambre. Quant aux 2 derniers, Cailleret et Coleman, le premier était aux fouilles et Coleman à Hasagné. Voilà pour ce qui concerne les membres de l'expédition. Passons à présent aux domestiques. Le cuisinier, votre jeune hindou, assis devant la porte voûtée, bavardait avec le gardien tout en plumant une couple de volailles. Ibrahim et Mansur, chargés du service intérieur de la maison, le rejoignirent vers 1h15. Tous les deux demeurèrent là pour rire et plaisanter jusqu'à 2h30. À ce moment-là, votre femme avait cessé de vivre. Le professeur se pencha en avant. « Je ne suis guère plus avancé. Où donc voulez-vous en venir? Existe-t-il, de l'extérieur, un moyen d'accès à la chambre de Mrs. Ledner en dehors de la grande porte de la cour? Non. Il y a 2 fenêtres, mais elles sont munies de gros barreaux et, de plus, je crois qu'elles étaient fermées. » Il me laissa un regard interrogateur. « Elles étaient fermées à la crémone, m'empressai-je d'expliquer. N'importe, dit le capitaine Maitland. Même si elles eussent été ouvertes, personne n'aurait pu entrer ni sortir par là. Mes compagnons et moi, nous en sommes assurés. Elles sont toutes pourvues de barreaux de fer en excellent état. Pour pénétrer dans la chambre de votre femme, un étranger doit nécessairement avoir passé par la porte voûtée et traversé la cour. Mais le cuisinier, le gardien et les jeunes domestiques attestent n'avoir vu personne. » Le professeur Ledner se leva d'un bond. « Qu'insinuez-vous par là? Expliquez-vous. »« Du calme, cher ami, lui conseilla le docteur Reilly. Je comprends que le coup soit dur pour vous, mais il ne faut pas craindre d'affronter les faits. L'assassin n'est pas venu du dehors. Il se trouvait donc à l'intérieur. Tout laisserait donc supposer que Mrs. Ledner a été tuée par un membre de votre propre expédition. » Chapitre 12. Je ne croyais pas. Non, non. Le professeur Lerner arpenta la pièce d'un pas agité.
Ce que vous venez de dire est impossible, Rayleigh. Absolument impossible. Comment? L'un de nous? Voyons, tout le monde ici aimait beaucoup Louise. Une légère moue affaissa les coins de la bouche du docteur Rayleigh. Vu les circonstances, il lui était difficile d'émettre une opinion, mais si jamais un silence fut éloquent, celui du docteur en disait long. Tout à fait impossible, répéta le professeur Lenner. Tout le monde l'adorait. Louise exerçait un charme étonnant, et chacun ici en était pénétré. Le docteur Rayleigh tout sauta. Excusez-moi, Lenner, mais, somme toute, vous exprimez là un sentiment personnel. Si un membre quelconque de votre expédition avait nourri une aversion pour votre femme, il se serait bien gardé de vous en avertir. Le professeur Lenner parut décontenancé. Oui, je vous l'accorde. Cependant, Rayleigh, je crois que vous faites une erreur. Je vous assure que tout le monde ici éprouvait une grande sympathie envers Louise. Il se tut un instant, puis éclata de colère. Votre insinuation est une infamie. Non, je ne puis y croire. Vous ne pouvez le nier. L'évidence. L'évidence des mensonges racontés par un cuisinier hindou et 2 serviteurs arabes. Vous connaissez comme moi ces indigènes, Rayleigh, et vous aussi, Maitland. La vérité ne prend aucune valeur à leurs yeux. Ils répètent par simple politesse ce qu'on veut leur faire dire. Dans le cas présent, remarqua d'un ton sec le docteur Rayleigh, ils disent précisément ce que nous ne voudrions pas leur entendre dire. Devant la porte stationne continuellement un club de bavards. En outre, je connais suffisamment les mœurs de votre maison. Chaque fois que je suis venue ici l'après-midi, j'ai trouvé vos gens rassemblés à cet endroit. C'est leur lieu habituel de réunion. Vous concluez trop vite, il me semble. Pourquoi cet homme, ce démon, n'aurait-il pas pénétré plus tôt dans la journée pour se cacher quelque part? Votre hypothèse est soutenable, prononça froidement le docteur Rayleigh. Admettons qu'un étranger ait réussi à s'introduire inaperçu. Il aurait dû, en ce cas, se dissimuler jusqu'à l'heure du crime, et certainement dans la chambre de Mrs. Lenner où il n'y a aucune cachette, et courir le risque d'être découvert à l'instant où il entrait chez sa victime et en sortait, puisqu'Emott et le boy sont demeurés presque tout le temps dans la cour. « Le boy, je n'y pensais plus !» s'exclama le professeur Lenner. « Ce gamin très éveillé doit avoir vu le meurtrier entrer dans la chambre de ma femme. » Nous avons élucidé ce point. Tout l'après-midi, il a lavé les poteries, sauf pendant un moment. Emott est monté avec vous sur la terrasse vers 1h30. Il n'arrive pas à préciser davantage. Il y est resté une dizaine de minutes. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, moi-même, je ne saurais vous indiquer l'heure exacte. Très bien. Le boy profita de ce court laps de temps pour rejoindre les autres devant la porte et bavarder avec eux. À son retour, Emott constata l'absence du gamin. Furieux, il l'appela et lui demanda pourquoi il avait quitté son travail. Selon toute apparence, votre femme a dû être assassinée durant ces 10 minutes. Poussant un gémissement, le professeur Lenner s'assit et cacha son visage dans ses mains. Le docteur Rayleigh continua d'une voix calme. Cette heure-là coïncidant avec mes propres constatations. Mrs. Lenner était morte depuis 3 heures environ lorsque je l'ai examinée. La seule question à résoudre est celle-ci. Qui est l'assassin? Un silence s'établit. Le professeur Lenner se redressa et se passa la main sur le front. J'admets la force de votre thèse, Rayleigh,
dit-il. Tout laisse supposer que le meurtrier se trouvait déjà dans la maison. Cependant, je me demeure convaincu que ce raisonnement pèche par quelques endroits. Tout d'abord, vous prétendez qu'une coïncidence étrange s'est produite. Il est bizarre que vous employiez ce terme, observa le docteur Reilly. Sans attacher d'importance à cette remarque, le professeur Lenner poursuivit. Ma femme reçoit des lettres de menaces. Elle a des raisons de redouter une certaine personne. Alors, elle est assassinée. Et vous me demandez de croire que son meurtrier est un autre que l'auteur de ces lettres? C'est tout simplement grotesque. À première vue, oui, répondit le docteur Reilly d'un air rêveur. Il consulta le regard du capitaine Maitland. Coïncidence, hein? Qu'en dites-vous, Maitland? Partagez-vous cette idée? L'attribuerons-nous entièrement à Lenner? Le capitaine approuva. Allez-y! Avez-vous entendu parler d'un certain Hercule Poirot, Lenner? Le professeur Lenner, très intrigué, regarda son interlocuteur. Ce nom ne m'est pas tout à fait inconnu, dit-il vaguement. Un de mes amis, Mr. Van Halden, m'a parlé de lui en termes très élogieux. C'est un détective privé, n'est-ce pas? C'est bien cela. Mais ce monsieur Poirot habite à Londres. Comment pourrait-il nous aider? C'est juste, il vit à Londres, répondit le docteur Reilly. Cependant, voici où la coïncidence entre en jeu. Poirot n'est pas en ce moment à Londres, mais en Syrie, et il passera par Hasanieh demain en se rendant à Bagdad. Qui vous l'a dit? Jean Bérat, le consul français. Hier soir, il a dîné avec nous et nous a annoncé cette nouvelle. Il paraît que Poirot a découvert l'auteur d'un scandale militaire en Syrie. Il passe par ici en gagnant Bagdad et, de là, traversera la Syrie pour retourner à Londres. Que dites-vous de cette coïncidence? Le professeur Lenner hésita un instant et, comme pour s'excuser, regarda le capitaine Maitland. Et vous? Qu'en pensez-vous, capitaine? J'accueillerais volontiers cette collaboration, s'empressa de répondre le capitaine. Mes collègues sont d'excellents limiers pour battre la campagne et se livrer à des enquêtes sur les vendettas entre Arabes, mais, franchement, Lenner, l'assassinat de votre épouse n'est pas de mon ressort. Tout dans ce crime me semble mystérieux. Je ne demande pas mieux que de voir ce détective reprendre en main cette affaire. En d'autres termes, vous m'invitez à faire appel au service de ce monsieur Poirot? Dit Mr. Lenner. Et s'il refuse? Il ne refusera pas, affirma le docteur Reilly. Qu'en savez-vous? Parce que moi-même, en tant que médecin, si on venait me demander d'intervenir dans un cas compliqué, disons de méningite cérébrospinale, je me sentirais pas la force de refuser. Il ne s'agit pas ici d'un crime ordinaire, professeur Lenner. Non, en effet, prononça ce dernier, les lèvres contractées de douleur. Reilly, auriez-vous l'obligeance de pressentir ce monsieur Hercule Poirot de ma part? Volontiers. Le professeur Lenner remercia d'un geste de la main. Même en ce moment, dit-il lentement, je ne puis croire que Louise est morte. Je ne pus en supporter davantage. Oh, professeur Lenner, éclatai-je, je ne saurais vous dire à quel point je suis affligée au sujet de ce drame. J'ai failli à ma tâche. Mon devoir consistait à veiller constamment sur Mrs. Lenner afin d'écarter d'elle un tel malheur. Le professeur Lenner hocha gravement la tête. Non, non, mademoiselle, vous n'arrivez rien à vous reprocher. Dieu me pardonne, c'est moi qui suis à blâmer. Je ne pouvais croire.
Je n'ai jamais cru un instant qu'un réel danger menaçait la vie de ma femme. La face crispée, il se leva. Je l'ai abandonné à son destin. Je n'ai rien pour empêcher ce crime, parce que je me suis refusé à croire. Il sortit de la pièce en chancelant. Le docteur Reilly leva les yeux vers moi. Je me sens moi-même quelque tort envers la défunte. Jusqu'ici, je considérais que cette femme horripilait son mari et lui tapait sur les nerfs. Moi non plus, je n'ai pas pris ses dires au sérieux, avouai-je. Tous trois, nous sommes trompés, conclut le docteur Reilly. Il le semblerait, du moins, approuva le capitaine Maitland.